D'être parmi nous pour cette conférence en ligne, webconférence avec la société Vogo et en particulier son président directeur général et cofondateur Christophe Carniel. Alors la société Vogo, vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous en avez peut-être des utilisateurs, surtout si vous aimez le sport, et je suis sûr que vous êtes nombreux à l'aimer, puisque la société Vogo en fait est un producteur de logiciels audiovisuels et vidéo qui vous permettent de revoir et d'apprécier tous ces événements sportifs au ralenti, sous différents angles. Les arbitrages vidéo aussi, c'est vous ? Oui. D'accord. Donc je vais tout de suite laisser... Alors, la société Vogo, quand même, je le rappelle, est donc cotée en bourse depuis maintenant quoi, 4 ans et demi ? 4 ans et demi. Et donc, elle a beaucoup d'actualités, dont les résultats annuels qui sont publiés ce soir, Oui. et dont Christophe Carniel va nous parler maintenant. Parfait. Bonsoir à tous, bonsoir Aldo. Merci d'accueillir Vogo pour cette présentation des résultats annuels de l'exercice 2022. Merci aussi au F2IC de nous permettre de faire ça. Donc, si vous permettez, je vais introduire en quelques mots ce qu'est Vogo. Vogo, c'est 2 pôles d'activité. On nous qualifie de Sportech, un peu à l'image de sociétés type biotech ou medtech. Nous, au Sportech, on développe des produits sur base technologique dans le monde du sport. Donc on a 2 activités, une activité dans le sport, et pour 20% de notre chiffre d'affaires, vous verrez, on est aussi actif dans le monde de l'industrie. Et on est devenu en 10 ans, puisque c'est en 2023, Vogo aura 10 ans, une référence internationale sur le marché du sport. International parce que plus de 3 quarts de notre activité aujourd'hui est réalisée à l'export. Donc on est très présent sur les continents aujourd'hui nord-américains et UK. Au 31 janvier, on avait 68 collaborateurs à travers 5 implantations. Le siège en France à Montpellier avec une entité à Grenoble et une entité à Paris. Et 2 filiales, une filiale dans l'Amérique du Nord basée aux États-Unis et une filiale en Angleterre. En dehors de ces pays, on agit de manière indirecte par un réseau de distributeurs. On a une trentaine de distributeurs qui nous permettent de couvrir la majorité des territoires. Je vous rentrerai un peu dans le détail des résultats et du chiffre d'affaires de l'exercice 2022. Sachez que pour nous, ça a été une année réussie, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en croissance de 41% versus l'année 2021. Comme vous le disiez, Aldo, on est coté sur Euronext Growth depuis 2018 et on est depuis 2020 rentré dans un indice qui est l'indice Tech 40 des 40 valeurs les plus technologiques du marché Euronext Growth. Aujourd'hui, on a un portefeuille de clients qui est très diversifié. Vous avez sur la partie gauche de l'écran notre portefeuille de clients. Vous voyez qu'il est très international. On a des clients dans le monde entier qui sont essentiellement des grandes fédérations. Bien sûr la FIFA, puisqu'on a réalisé la Coupe du Monde au Qatar durant l'exercice 2022, mais des fédérations plus nationales, des organisateurs d'événements sportifs, des clubs, la Juventus de Turin ou le Bayern de Munich. Aux États-Unis, on a des grosses fédérations de sport, parce qu'elles sont peu nombreuses, la NFL et la MLS par exemple. Alors moi, si je suis un particulier, votre application, enfin vos outils sont gratuits en tant qu'utilisateur. Voilà, nous on fait du B2B, je vous verrai dans la présentation qu'on accède les gens qui vont à l'intérieur de l'enceinte sportive et qui peuvent sur leur téléphone portable revoir des actions, notamment, mais c'est distribué gratuitement à l'intérieur de l'enceinte sportive. Pour la Coupe du Monde de football, nous sommes passés à travers l'application FIFA Plus, qui a été délivrée pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et ce sont les utilisateurs de l'application FIFA qui avaient accès à nos fonctionnalités. On a quelques clients également dans l'industrie, je vous disais, pour 20% de notre chiffre d'affaires, ils sont moins internationalisés. C'est d'ailleurs un sujet des années à venir, essentiellement des grands comptes français comme la SNCF par exemple ou EDF. J'y reviendrai. On a 2 grands univers de marques. Le premier, c'est Vogo Sport. Vogo Sport sont des solutions de replay vidéo, de live and replay vidéo, qui sont destinées aux fans, on en parlait à l'instant, et aux professionnels dans les enceintes sportives, sur des événements qui sont essentiellement télévisés. On qualifie souvent de sport élite, des événements qu'on peut voir à la télévision, mais pour lesquels nous, on va récupérer les flux de caméras. La deuxième gamme de produits s'appelle Vokero. Ce sont des produits de communication audio
Vous voyez, comme la photo le montre, hein, entre les arbitres, on voit beaucoup des arbitres courir avec un micro. Souvent, il y a un petit boîtier Vokero qui est caché et qui permet aux arbitres de communiquer de manière très claire entre eux, puisque ce petit boîtier va venir filtrer l'ambiance du public et va permettre aux arbitres de communiquer clairement entre eux. Tout de suite un aparté sur l'industrie, puisque c'est ce produit qu'on commercialise aujourd'hui dans l'industrie, dans des environnements bruités. Voilà, vous voyez quelqu'un avec un marteau-piqueur, par exemple, là aussi pour assurer la sécurité des travailleurs, la sécurité des personnes, dans des environnements bruités, et pour que les gens puissent communiquer de manière claire. On va supprimer le bruit du marteau-piqueur ou le bruit du débroussaillage en bordure de voie ferrée, par exemple, pour assurer la sécurité des travailleurs. 2022, on en parlait, alors une année réussie, une croissance du chiffre d'affaires de 41%. Pour la première fois, notre EBITDA est positif sur l'année, globalement. Donc on annonce des résultats aujourd'hui qui sont bien sûr en forte amélioration et qui sont en ligne avec les objectifs que nous avions annoncés, parce qu'on avait déjà annoncé, au-delà de la croissance, un EBITDA globalement positif sur l'année. C'est une dynamique, hein. La croissance du chiffre d'affaires, c'est une dynamique qu'on a instaurée depuis notre IPO, hein, puisque à l'IPO, on faisait c'était tout petit, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ça n'a cessé de croître malgré les années Covid qui ont particulièrement affecté l'économie du sport. Mais vous voyez, en 2020, 5,8 millions de chiffre d'affaires, l'an dernier 8,5 millions, cette année 12 millions. Voilà, donc on a créé cette dynamique dans tous les segments. Alors le sport, qui représente 80% de notre chiffre d'affaires versus 20% l'industrie, et aussi via nos différents canaux. Je vous disais, on vend en direct en Europe et à travers nos filiales, on vend en indirect à travers un réseau de distribution, mais vous voyez que les deux canaux de vente, eux aussi, ont été en croissance durant l'exercice 2022. Mais un réseau de distribution, ça peut être qui en particulier? C'est généralement un acteur national du sport qui va revendre nos produits auprès des ligues et des fédérations, par exemple. La croissance, elle est également forte sur toutes les zones géographiques. Alors, on n'est pas présent encore sur l'intégralité du monde entier, hein, mais vous voyez, en Europe, en EMEA, la croissance est de 36%, à 9,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aux États-Unis, on a une surcroissance de 64% sur l'exercice 2022. On y reviendra parce que c'est un point fondamental pour nous, l'Amérique du Nord. C'est 50% du marché mondial. Hein, donc c'est un axe sur lequel on fait de gros efforts. Et je dirais on a fait le plus difficile en ouvrant déjà les portes auprès de certaines fédérations. Et puis ailleurs, il y a notamment l'Asie, et l'Afrique, plus 55% de croissance sur l'exercice 2022. Si on regarde activité par activité, on a très bien performé dans le sport. On fait 49% de croissance pour atteindre presque les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Et en rentrant un peu dans le détail et pour donner de la visibilité à pourquoi cette croissance, sachez que nos solutions de replay vidéo et de communication audio, elles sont utilisées par les fans dans les enceintes sportives, ce qu'on disait, sur le téléphone portable, avoir la capacité de revoir instantanément un but, un essai, une action litigieuse. On parle d'ailleurs, nous, de spectateurs, et on a eu la chance de mettre en œuvre, à travers un contrat avec la FIFA, cette solution VogoSport dans l'application FIFA+. Il y a eu un très très gros succès. Malheureusement, je ne peux pas tout dire autour de tout ça, mais un très très gros succès pendant la Coupe du Monde de football au Qatar. Et d'ailleurs, voilà, on a beaucoup de retombées en ce moment sur le fait qu'on a été présent et qu'on a fait une expérience in-stadium et in-stadia, puisque c'était 64 rencontres sportives pendant la Coupe du Monde de football au Qatar. De manière annexe, dans les grands événements de 2022, on a aussi travaillé pour un très grand éditeur de jeux e-sport, le jeu s'appelle Call of Duty, l'éditeur s'appelle Activision Blizzard. On a la capacité à aller voir des joueurs dans des enceintes sportives. Ils ont choisi aussi notre solution pour les fans, pour mieux faire rayonner les écrans des sportifs à l'intérieur de l'enceinte sportive. Je ne rentre pas trop dans les détails autour de ça, mais voilà, c'est une signature significative, hein, Activision Blizzard dans ces domaines-là. Mais aussi le replay vidéo et la communication audio, ça intéresse d'autres personnes que les fans dans les enceintes sportives, ça intéresse les gens qui travaillent et ça va les assister dans leurs décisions. Vous avez cité, Aldo à juste titre, l'assistance à l'arbitrage, la fameuse VAR, que tout le monde connaît, donc qui est composée, vous le voyez sur la photo de droite, à la fois d'arbitres vidéo, assistants, qui vont avoir la capacité de revoir des angles de vue à des vitesses différentes d'une action litigieuse, par exemple. VAR qui a provoqué bien des larmes pendant... Nous, on n'est que l'outil. Après, vous êtes que l'outil. mais que l'outil qui se répand beaucoup.
L'arbitre de champ, quand vous le voyez avec son micro sur une enceinte sportive, il est en train de communiquer de manière audio, mais de manière sécurisée et de manière claire avec l'arbitre vidéo qui est dans la salle d'arbitrage vidéo. Donc c'est utilisé pour l'arbitrage vidéo, c'est utilisé également pour un sujet dont on parlera un peu plus loin, qui est la surveillance médicale. Dans certains sports à choc, comme le rugby, il y a le protocole de commotion cérébrale, à savoir que des médecins en bord de terrain qui ont des tablettes avec lesquelles ils font du replay vidéo peuvent mettre un joueur en sécurité, le sortir, et ils ont autorité. S'il y a suspicion de commotion cérébrale, et pendant 12 minutes, ils vont venir faire ce qu'on appelle un protocole, revoir des images, et décider si le joueur doit revenir ou pas sur le terrain. C'est également utilisé pour le coaching. Vous voyez des coachs, en foot américain, on a plus de 10 coachs qui peuvent se parler en même temps pendant les rencontres sportives. Il faut qu'ils communiquent de manière claire et que l'ambiance du public, les 100 000 spectateurs du stade, ne les perturbe pas. Donc pour faire ça, de plus en plus, on combine nos solutions vidéo et nos solutions audio, celles dont je vous ai parlé précédemment, et on va vendre des solutions ou louer, des solutions combinées qui vont servir à l'arbitrage, à la commotion cérébrale, à l'analyse vidéo temps réel des matchs, au coaching. Voilà, ça va servir à tous ces dispositifs. Sachez qu'on s'est fondé sur de la technologie, que chaque produit vidéo ou audio, ce sont des brevets, sont protégés par des brevets internationaux sur lesquels on s'appuie pour commercialiser aujourd'hui et se positionner face à l'univers concurrentiel. Quelques exemples de solutions de mise en œuvre pendant l'exercice 2022. La Coupe du Monde de rugby à 13, alors qui s'appelle 2021 mais qui a été reportée en 2022 pour cause de Covid. Rugby à 13, il y a le protocole de commotion cérébrale, il y a le besoin de communiquer entre les arbitres, voilà, il y a tout ça. On a fourni tous ces services pendant une durée limitée qui était la durée de la Coupe du Monde de rugby à 13 qui a eu lieu en septembre en Angleterre en 2022. Un autre exemple, c'est le tournoi Destination qui vient de se terminer. Vous voyez là, on met également nos produits en œuvre sur ce protocole de commotion cérébrale. Et je trouvais la photo de droite assez intéressante et assez démonstratrice du travail du médecin que vous voyez, le docteur Gérardin, qui est le président de la commission médicale de la Fédération française de rugby, qui utilise un écran tactile. Il a 8 angles de vue qui sont issus des caméras, 8 angles de vue sur l'écran de gauche, et sur la partie principale, il peut revenir en arrière et analyser un choc pour venir isoler un joueur s'il a besoin d'être en sécurité. Moi, j'étais personnellement à côté de lui, à 1 mètre de lui, j'entendais pas quand il parlait. Lui, il faut qu'il s'adresse à l'arbitre pour sortir un joueur. Donc, vous voyez aussi le rôle de la communication audio et du filtrage du bruit dans tout ce processus. On ne fait pas que du rugby et pas que du football, on fait 25 disciplines sportives différentes pour lesquelles le replay vidéo est utilisé. En 2022, on a signé un accord avec Myrta Pools, qui est, je pense, un des plus grands fabricants de piscines dans le monde entier. Sachez que voilà, on met maintenant aussi des systèmes sous l'eau pour permettre aux nageurs de revoir les nageurs. On a d'ailleurs un projet qu'on a annoncé, c'est pour ça qu'on en parle, qui est assez intéressant et qui va concerner les années à venir. On va équiper le fameux centre aquatique olympique français. Celui qui est près du Stade de France, là, voilà, qui est près du Stade de France. C'est un très beau projet, c'est une construction avec Bouygues, mais Myrta Pools est embarqué, la Fédération française de natation est embarquée, Recréa, l'exploitant, est embarqué. Donc on vient de délivrer nos produits dans ce contexte-là. Par ailleurs aussi dans le sport, on a, au-delà de ce que je vous ai présenté qui concerne vraiment le sport professionnel, on a commencé à s'intéresser au sport non professionnel, qu'on peut qualifier d'amateur, enfin bon, c'est parfois plus que des amateurs, et on avait signé un joint venture avec ABO. ABO, c'est une société cotée française, mais qui rayonne internationalement par ses marques et ses infrastructures sportives. On avait signé un joint venture avec eux, on a signé depuis 2020. On vient équiper les infrastructures ABO de gymnastique ou d'escalade, par exemple, avec nos dispositifs, ce qui permet de faire du replay vidéo pendant des entraînements. Et on a équipé, là aussi j'en parle parce que c'est intéressant, quasiment l'intégralité des CREPS, des centres régionaux de la performance sportive français. Et tous les futurs athlètes olympiques français sont en train de s'entraîner avec ces systèmes de replay vidéo. Donc il y a une relation coach-athlète qui se crée. Et le coach peut instantanément remontrer le geste à l'entraînement du sportif et on améliore la performance autour de tout ça.
Je reviendrai aussi avec ABO, puisqu'on a récemment annoncé une opération, un partenariat un peu plus fort que le joint venture qu'on avait jusqu'à présent. Je vais faire une parenthèse parce que, vous l'avez compris, le moteur de Vogo, au-delà du développement international, c'est aussi l'innovation, la technologie dans le sport. Et on porte depuis l'année dernière un projet de recherche et développement qui pour nous donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, qui est qu'on est chef de file d'un consortium pour prévenir et détecter les commotions cérébrales dans le sport. Alors on le fait en mettant des outils dans les mains d'un médecin en bord de terrain élite, mais sachez que ce phénomène existe chez les jeunes et aussi chez les amateurs. Donc on est en train de développer, avec l'aide des fédérations de football, de rugby, de judo, ça concerne aussi d'autres fédérations qui peuvent être intéressées, des académiques, des clubs, une intelligence artificielle qui va permettre de détecter automatiquement des commotions cérébrales sur des terrains où il n'y a pas la présence d'un médecin, et on pourra alerter un médecin autour de tout ça. Donc on est en train aussi, sur ces sujets-là, de préparer les produits qu'on va commercialiser dans 2 ans, qui sont des marchés extrêmement significatifs et qui donnent du sens aussi à notre activité. 2 mots sur l'activité industrie. Alors si elle a été flat dans les exercices 2020-2021, 2 100 000 000 €, ce qui est un peu faux, puisqu'en 2020 on a signé un contrat avec la SNCF un peu significatif. Elle a été quand même flat sur le premier semestre 2022 et la dynamique a repris au second semestre 2022. Donc on est à nouveau en croissance, on a été à nouveau en croissance sur l'industrie où on vend nos produits de communication audio. Je ne rentre pas dans le détail, je vous l'ai dit, ce sont des enjeux qui sont forts sur la sécurité des personnes. Vous voyez des gens travaillant en bordure de voies ferrées pour débroussailler les voies ferrées. Quand un train passe, plus la débroussailleuse, ils ont du mal à communiquer entre eux. Là, on leur donne des outils pour communiquer entre eux de manière claire, voire de communiquer avec un central qui va les prévenir d'un certain nombre de sujets. Ça concerne des sociétés dans le monde du nucléaire, ça concerne des sociétés dans le monde de la santé. Voilà. Donc, autoroute aussi, non, pas encore. Voilà, vous voyez un exemple, j'allais y venir. On a annoncé un marché l'an dernier avec Franchi Fondation du groupe Faya. Bon, là, il s'agit de la fabrication d'ouvrages, de grands ouvrages. Hein. Donc oui, les autoroutes, les ponts, tout ce qui est le bétonnage. Donc là, on n'a plus à arrêter les machines pour se parler. On peut continuer à produire en toute sécurité autour de tout ça. Donc je vous le disais, cet exercice 2022, voilà, nous on le considère vraiment positif avec des grandes évolutions. La première, c'est l'EBITDA positif sur l'année. Hein. Vous voyez, depuis 2018, effectivement, les années Covid, 2019 puis surtout 2020, on a entrepris un travail depuis 2020 de faire croître notre chiffre d'affaires plus vite que nos charges, et c'est en train de payer et de payer fortement. Puisque vous voyez, l'EBITDA est globalement positif sur l'année, avec peut-être 2 remarques assez substantielles là-dessus. Le premier, c'est que si on le retraite des États-Unis, où on fait beaucoup d'efforts d'investissement commercial, il ressort à 729 000 €, donc ce qui est assez important pour nous. Et surtout, si on regarde semestre par semestre, il était encore négatif au premier semestre 2022 et il est forcément plus positif au cours du second semestre 2022. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui, et j'en reparlerai, c'est cette trajectoire qu'on est en train d'établir, cette trajectoire de chiffre d'affaires, cette trajectoire de résultats qui s'améliore en permanence. Alors, pour parler des résultats, voici un peu le détail. Hein. Donc je vous le disais, on est dans un process depuis 3 ans où le chiffre d'affaires augmente plus vite que les charges, donc ce qui fait qu'on atteint ce fameux point d'inflexion qui rend les BDA positifs, même si nos résultats d'exploitation et résultats sont encore en perte. Hein. Ils s'améliorent eux aussi par ailleurs de 30%, respectivement de 30% et de 18%. Comment ça se fait que vous payez un impôt sur les sociétés? Alors, ce n'est pas un impôt sur les sociétés, c'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Donc, c'est un crédit d'impôt, voilà, c'est un plus qui vient s'ajouter. Ah, c'est un plus, oui. Ouais, voilà, pour toute l'activité R&D, on fait un crédit impôt recherche qui nous fait un crédit d'impôt, en fait. Voilà. Peut-être 2 mots, Aldo, si vous êtes d'accord, sur l'année 2023. Donc, je vous parlais de trajectoire, hein, dynamisme à l'international, amélioration des résultats, innovation. Enfin, on ne révolutionne pas la planète, on va continuer à faire ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire croître dans le sens de ce qui a été établi. Surtout que, si on y regarde bien,
L'exercice 2022, la fin d'exercice 2022 a été marquée par 2 événements majeurs, qui sont la Coupe du Monde de rugby à 13, je vous en ai parlé, la Coupe du Monde de football, donc on a participé, et qu'on rentre dans un momentum assez intéressant, où les 3 prochaines années, 3 grands événements sportifs vont se dérouler sur le territoire français. Je pense à la Coupe du Monde de rugby, je pense bien sûr aux Jeux Olympiques 2024, et la Coupe du Monde de rugby à 13, puisque c'est un cycle de 4 ans, qui lui se déroulera en France en 2025. Alors, ces cycles-là, puisqu'on les a retrouvés il y a quelques années au Japon, on les trouve en France en ce moment. Ben après, c'est les Amériques. Enfin, après, on va les retrouver. La Coupe du Monde de football va se dérouler en Amérique. Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à Los Angeles. Donc, voilà, ce sont des cycles qui sont assez intéressants dans l'événementiel sportif. Donc voilà, je vous parlais de cycle de développement. Pour nous, c'est un peu nouveau. On confirme la trajectoire qu'on a depuis 3 ans. Qu'est-ce qui nous fait penser à ça? C'est notre carnet de commandes, la qualité de notre carnet de commandes, l'accélération qu'on vit aux États-Unis, cette dynamique à l'international. On a encore des zones à aller chercher. Je pense notamment à l'Asie, à l'Afrique, au Moyen-Orient, qui sont des terres de sport évidentes aussi. Des rendez-vous sportifs qui seront riches d'opportunités. Voilà, donc de manière année, je vais rajouter à ça toujours une politique de fond d'innovation qui nous permet d'amener des produits un peu neufs sur le marché. Un renforcement de notre trésorerie disponible, je vais y revenir, parce que là on parle d'un événement qui va bientôt arriver, mais qui est déjà annoncé. Et puis, parce qu'on veut aussi donner du sens, vous l'avez compris, à tout ce qu'on fait. La publication prochaine de notre feuille de route RSE. On a fait un état de l'art durant tout l'exercice 2022 et on va publier ce vers quoi on veut aller, donner du sens à tout ce qu'on est en train de faire autour de tout ça, dans une période où, je vous le disais, Vogo a, en 2023, 10 ans. Donc on reste quand même une société jeune, mais qui commence à être présente sur son marché. Alors, je vous disais une trésorerie renforcée, pourquoi? Alors notre trésorerie disponible était de 2,7 millions au 31 décembre 2022, mais on a annoncé pour prochainement, pour le mois d'avril 2023, une augmentation de capital avec ABO. ABO, avec qui, je vous rappelle, on avait un joint venture, qui est une société cotée, qui est un leader mondial dans l'équipement de certaines infrastructures sportives. Et donc cette opération, qui prévoit un renforcement de notre trésorerie de 5 millions d'euros, va se faire à un cours déjà établi de 5,75 €. C'est une surprime de 38% par rapport au cours du 7 mars. Un peu plus par rapport à aujourd'hui. Et un peu plus par rapport à aujourd'hui. Voilà. Donc cette opération est conditionnée à l'approbation de l'Assemblée générale de Vogo le 19 avril. C'est demain, pour laquelle déjà les fondateurs de l'entreprise, et vous voyez qui représentent déjà 38% du capital et quasiment 50% en droit de vote, se sont engagés à voter favorablement pour cette opération. Voilà, donc là vous avez 2 camemberts qui donnent en répartition du capital, pas en droit de vote, la répartition avant l'opération et la répartition après opération. Pour 5 millions d'euros, ça représente 17,5% pour la société ABO, qui prendra d'ailleurs aussi un poste au conseil d'administration de Vogo. Donc du coup, ça fait une certaine dilution pour les actionnaires historiques, mais en même temps un renforcement de votre force de frappe. Alors ça fait une dilution de 17,5% pour les actionnaires historiques, à un cours qui est au-dessus du cours de bourse actuel. Mais une force de frappe, je vous disais, à un momentum où la société a trouvé son équilibre et donc va continuer à investir massivement. Et à l'international, puisque le fléchage des fonds, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc, développement international, on va renforcer notamment aux États-Unis. Et poursuite de la stratégie d'innovation, je vous parlais du projet de détection des commotions cérébrales dans le sport. C'est quelque chose qu'on veut maintenir pour les 2 années à venir. Voilà. Donc l'alliance avec ABO, pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi ensemble à s'entendre autour de ça? La première, c'est que, vous l'avez compris, ça ne date pas d'hier. On a appris à se connaître à travers un joint venture sur des nouveaux marchés plus amateurs, enfin plus dans le contexte de sport moins télévisé.
on est sur des enjeux qui sont très importants, qui sont plus larges, qui sont la digitalisation du monde sportif. Donc je pense que ABO voulait aussi avoir une action sur ce sujet. Voilà, donc l'idée c'était d'accroître aussi le rayonnement international des deux entités. Donc on a trouvé ce terrain d'entente, effectivement, et je suis très heureux, à une valeur qui reflète plus pour nous la valeur de l'entreprise que finalement la capitalisation boursière actuelle de la société. Voilà, peut-être pour terminer mon propos, vous rappelez le calendrier financier de la société cette année, 26 juillet, le chiffre d'affaires du premier semestre, et le 27 septembre, après bourse, les résultats semestriels 2023. Voilà, merci beaucoup pour cette écoute. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Christophe Carniel pour cette présentation de ces résultats, mais surtout, ce qui était important, c'est de votre société. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, on va commencer peut-être par la fin, pour votre opération avec ABO, oui. où donc vous avez fait rentrer cet important partenaire à votre capital. Vous avez fixé ensemble ou vous leur avez donné une feuille de route pour les 3-5 années qui viennent. Comment vous voyez Vogo dans 5 ans? Alors ça c'est une bonne question. Alors on ne communique pas sur des perspectives à 5 ans, on ne l'a pas fait, on ne va pas le faire. Mais par contre on sait qu'il y a une croissance très très forte globalement du marché de la numérisation du sport, de la digitalisation du sport. Il y a une forte croissance, si on regarde ça en sous-marché, de l'arbitrage vidéo, certes dans le football, mais dans tous les sports. Il y a une croissance très forte du marché autour de la santé et de la sécurité des sportifs. Il y a une croissance très forte sur des outils qui vont améliorer la performance des sportifs. Donc je pense qu'on est arrivé à un point de convergence avec ABO qui était intéressé par ajouter une pierre supplémentaire à ces infrastructures sportives et nous positionner sur globalement cette digitalisation à l'intérieur des enceintes sportives, ce qu'on appelle nous le Smart Stadium, donc, puisque à l'intérieur de l'enceinte. Voilà, donc on a convergé là-dessus et on s'est entendu non pas sur des chiffres, mais sur une envie de faire du chemin ensemble pour que cette activité croisse et puisse apporter mutuellement à chacune des sociétés. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on se met un peu, et ça c'est un peu un message à toutes les sporttech, ABO a annoncé d'avoir un partenariat avec les Jeux Olympiques 2024. On espère que ces entités ensemble pourront avoir, durant cette période où on parlera beaucoup de sport, une petite visibilité pour les sporttech de notre secteur également. D'accord. Et alors je profite des premières questions d'actionnaires qui tombent, pour rester un peu dans ces perspectives des années qui viennent. Est-ce que cette croissance, je présume que vous comptez beaucoup sur la qualité de vos produits pour faire beaucoup de croissance organique, mais est-ce que vous avez aussi des projets de croissance externe, comme me demande Alexandra? Ouais. Alors c'est effectivement une bonne question, hein, parce que on n'a pas de projet dans l'immédiat. Mais par contre, on est très attentif. Et surtout, on a un modèle récent, une acquisition récente qui fonctionne. À savoir que l'an dernier, on a acheté notre distributeur anglais pour plein de raisons, et c'est devenu Vogo UK. Vous avez vu que maintenant, on a une filiale qui est Vogo UK, et que cette filiale a très bien fonctionné en 2022, a très belles perspectives sur 2023. Et donc, ce modèle qui consiste à éventuellement réfléchir à des acquisitions de distributeurs pour permettre les implantations internationales, ça nous interpelle. Voilà, donc on est attentif, on n'a pas de projet particulier, mais voilà, c'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup. Du coup, ça me fait rebondir, parce qu'à un moment, vous avez vaguement évoqué l'univers concurrentiel, sans entrer un peu dans le détail. Ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce que c'est vrai que quand vous regardez un match de foot ou de rugby, moi je suis plus rugby que footeux, donc des solutions comme celles que vous nous avez présentées, on en voit, je présume qu'aux États-Unis, dans le football américain, au Canada, ou aux États-Unis dans le hockey, il y a beaucoup de solutions de ce type qui existent. Alors, est-ce qu'il y a de très gros acteurs ou est-ce qu'il y a beaucoup de petits acteurs qui seraient peut-être susceptibles de...
Alors, une certaine consolidation. donc déjà, il y a une concurrence, et c'est sain qu'il y a une concurrence, elle est essentiellement anglo-saxonne. Donc effectivement, je vous disais, certains concurrents anglo-saxons sont partis plus tôt que nous, mais sur des technologies qui sont différentes. On va prendre l'exemple de quelque chose deux choses qui vont parler à tout le monde. D'abord, c'est l'arbitrage vidéo. On a effectivement un concurrent qui est une filiale de Sony qui est bien implantée dans l'arbitrage vidéo, avec une solution qui est relativement dédiée à l'arbitrage vidéo. Là où nous, avec notre technologie et nos brevets, on peut servir à la fois l'arbitrage, mais également à équiper les médecins pour la commotion, mais équiper l'ensemble des fans dans le stade qui vont regarder le dispositif. Donc on a un avantage qui fait que plus le besoin en digitalisation et en outils de replay vidéo et de communication audio arrive, plus notre technologie devient concurrentielle. C'est un peu lié au phénomène marché. Voilà, donc on est un peu... Les sociétés, souvent, je parlais de ce concurrent, sont plus grandes que nous, mais on est un peu le challenger pour les marchés qui sont en train d'arriver. Ce concurrent est anglais, et vous avez vu qu'on a réussi à gagner la Coupe du Monde de rugby à 13 en Angleterre. Oui, ce qui est une belle victoire pour nous. En plus de ça, le rugby à 13, c'est plutôt un sport anglo-saxon. C'est plutôt anglo-saxon. Ça fait longtemps que la France n'a pas brillé dans ce sport-là. Voilà, donc pour faire simple, oui, l'univers est concurrentiel. Oui, on a des concurrents aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais on a une technologie qui nous permet de challenger cette concurrence actuelle. Et cette modernité de la technologie fait qu'aujourd'hui, on prend un peu la corde sur les appels d'offres qui sont lancés. D'accord. Mais technologie qui est purement logicielle. Je vous pose la question parce qu'un actionnaire voudrait savoir si vous êtes aussi dans le matériel. Oui, on fait du logiciel et du hard. Ah, vous faites aussi du matériel. Oui, on fait aussi du matériel. Le petit boîtier. Donc c'est quoi là? Donc c'est le boîtier, c'est le micro. Communication. Le micro, non. Le micro, on l'achète. Hein. Mais par contre, le boîtier, puisqu'on porte le brevet de filtrage audio, donc c'est le boîtier qui fait qu'on filtre l'ambiance du stade, on fabrique le boîtier. D'ailleurs, en 2022, on a rapatrié notre production qui était faite en Malaisie, on l'a rapatriée en France et on fait sous-traiter ça dans la région grenobloise pour fabriquer ce boîtier aujourd'hui. D'accord. Mais c'est beaucoup de soft. Hein. Il y a un boîtier, mais soit il y a des logiciels embarqués, soit pour les parties vidéo, il y a beaucoup de logiciels. Voilà, la part logicielle est importante. Je voudrais revenir sur la répartition de votre chiffre d'affaires. Vous avez dit tout à l'heure que c'est 75% à l'export. Oui. Vous avez dit que ce n'est encore que, je ne me souviens plus, 10-12% en Amérique du Nord, 15% 2 millions, c'est quasiment 20%. 20%, quasiment 20%, mais qu'au début de votre intervention, vous avez évoqué le marché nord-américain qui est 50% du marché sportif mondial. Oui. Donc, est-ce que votre objectif, vous, c'est de donner aux États-Unis à terme la part du chiffre d'affaires que ça représente, 50%, et comment allez-vous faire? Notre objectif, c'est d'équilibrer au maximum, c'est d'aller chercher les parts de marché là où elles sont. Alors, là maintenant, on a une filiale aux États-Unis dans laquelle on a 6 personnes qui grandit. On a décidé encore d'investir cette année pour la faire grandir. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la structure de l'organisation des instances sportives dans les pays, mais sachez qu'aux États-Unis, il y a 5 grandes fédérations de sport. Donc le football, la MLS, le football américain, la NFL, etc., etc. Et qu'il y a une très grande autre fédération, qui est la fédération universitaire de sport, qu'on appelle la NCAA. Et quand je dis on a fait le plus dur, c'est qu'on a réussi à passer les portes de 3 des 5 fédérations, qu'on est en discussion avec les autres, et qu'après, c'est sur le terrain que ça se passe. Donc l'effort qu'on a consenti et fait jusqu'à maintenant a permis d'ouvrir les portes et ça se traduit dans la belle croissance qu'on a fait l'an dernier. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va aller chercher encore des parts de marché significatives dans le monde du sport, aux États-Unis. D'accord. Alors, justement, il y a un actionnaire, toujours pour rester un peu dans ce domaine-là, je lis sa question parce qu'elle est un petit peu longue. La fan expérience, vente de billets, achat de food and beverage, tout ça, devient un cheval de bataille pour les clubs. Allez-vous dans ce sens? Alors, quand je vous disais qu'on a quelques clubs qui sont clients, ça va dans ce sens-là.
Je prends l'exemple du Racing Club de Toulon en rugby, bon, par exemple, qui est un de nos clients, dans lequel ils ont fait développer une app, ils ont embarqué notre technologie, et si vous allez voir du rugby à Toulon, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure avant le sujet, vous pouvez revoir les essais, etc., etc. Et on s'est rendu compte que ça allait plus loin que ça, c'est que effectivement le club voulait que on puisse éventuellement installer des écrans tactiles dans les loges principales pour que en avant-match ou en après-match, les gens puissent apprécier des actions, donc rester, donc consommer. On a vu que ça pouvait créer de la visibilité, donc que des marques voulaient éventuellement communiquer sur ce, enfin, pas nous, le club, hein, voulait communiquer sur les dispositifs. Donc effectivement, je pense qu'on est en train de rentrer dans une évolution du compte d'exploitation des clubs, où il y avait la billetterie, il y avait un certain nombre de sujets, et cette part de fan expérience, à juste titre, comme la personne l'a remarqué, cette part de fan expérience peut permettre permet de générer du revenu, et ça, la part en est croissante pour le club. D'accord. Alors, pour finir avec cette question-là, moi j'en ai une sur votre solution. Donc, si j'ai bien compris, ça passe par le site ou l'appli de la FIFA ou de. Bon, vous n'envisagez pas d'avoir une appli Vogo qu'un fan peut, enfin qu'un particulier peut télécharger sur son téléphone, où il y aurait de la publicité, par exemple, alors, ou des choses comme ça. On a une appli. On a une appli qui permet d'être utilisée, qui s'appelle Vogoscope, hein, qui existe, mais on veut exister à travers les deux modèles. D'ailleurs, il y a des cas, la FIFA, où vous ne pouvez pas mettre l'application Vogo. La FIFA vous dit on signe un contrat, mais Oui, c'est FIFA, nous. vous intégrez, vous n'apparaissez pas. Enfin, Ouais. voilà, donc je le dis, et c'est normal, et on respecte, et on est payé pour ça. C'est un peu comme l'Apple Store, quoi. Ouais. Mais c'est valable aussi pour les clubs. Enfin, je reviens à l'exemple du RCT, du Rugby Club Toulonnais. Bah, ils ont envie qu'on apparaisse à travers leur propre application et que ce soit leur application qui soit diffusée. Et au final, ça nous va bien. Je ne veux pas préjuger de ce qui va se passer dans les années à venir, mais on a quand même quelques idées complémentaires. C'est que de vivre à travers les autres, ça permet d'être diffusé massivement. Vous imaginez, quand vous existez à travers l'application de la FIFA, vous existez beaucoup. Et on n'aura jamais les moyens, au stade où on est aujourd'hui, les moyens financiers de diffuser autant avec notre propre nom que ce que peuvent le faire nos clients pour nous. Et on peut imaginer demain de rajouter des fonctionnalités en accord avec nos clients qui vont venir générer, pourquoi pas, du partage de revenus, des modèles un peu nouveaux. Voilà, donc cette stratégie un peu cheval de Troie, on la travaille, on la cultive, et on se dit que finalement, nos clients sont beaucoup plus connus que nous, et qu'on passe à travers, enfin on vit à travers ce qu'ils nous proposent de diffuser. D'accord. Donc vous avez une application, mais vous ne cherchez pas à vous en servir pour cannibaliser. Non, on s'en sert pour montrer, voilà. on la met à disposition quand il n'y a rien. C'est souvent le cas, hein. Parfois il n'y a rien, donc on la met à disposition. Voilà, quand on a l'opportunité de la mettre à disposition, on le fait. Hein. D'accord. Alors on va passer maintenant aux questions un peu plus financières, hein, puisqu'il y en a également. Ouais. Quel est le montant que vous allouez à la R&D ? C'est à peu près entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Et c'est combien de personnes là qui... La R&D, c'est entre 15 et 20 personnes. D'accord. Et sur les 68 que je vous ai cités, donc c'est une bonne part donc de là, l'effectif. Ce sont des développeurs qui... Alors c'est pas que développeurs, parce que l'appli, c'est la fenêtre finale à travers laquelle on voit les produits. Un gros travail de... Il y a ce qu'on appelle une Vogobox, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on installe par stade, et il y a des ingénieurs de traitement du signal, voilà, des ingénieurs en système embarqué, enfin, voilà, c'est plus que des développeurs. Il y a des développeurs, mais il y a un environnement de travail d'ingénieurs très experts dans leur domaine. D'accord. Autre question, c'est... quelqu'un qui aimerait savoir si vous pouvez nous donner la situation de la dette financière brute. Alors, je sais qu'elle va évoluer avec l'opération d'augmentation de capital. Hein. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je veux bien vérifier, on communiquera ultérieurement, mais je crois qu'on doit... On est à 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, ouais. Avant l'opération. Avant l'opération. L'opération avec avion. D'accord. Vous avez parlé de
votre politique ESG que vous allez, sur laquelle vous allez communiquer plus. Oui. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Parce que justement, j'ai une question je peux vous de la en part dire un peu plus d'un actionnaire. On partage beaucoup de valeurs dans l'équipe, dans le management et les équipes de Vogo. Donc c'est quelque chose qu'on a souhaité instaurer et qu'on vit. Je ne vais pas rentrer dans les discussions qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde de football au Qatar avec ces sujets-là, mais c'est des choses qui nous ont interpellés. Et donc on a décidé de faire, pendant l'année 2022, un inventaire. On a recruté quelqu'un qui est dédié à ça. On a fait un inventaire de tout ce qu'on faisait déjà de bien. Je vous parlais par exemple du transfert d'une partie de notre production de cartes électroniques de Malaisie vers la France pour éviter des transports inutiles. Je vous parlais de la gouvernance où on a une parité totale au sein du conseil d'administration. Voilà, il y a des sujets sur lesquels on a déjà travaillé. On a fait cet inventaire et on s'est dit, et on fait travailler par atelier l'intégralité des employés de la société, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, dans quel schéma directeur on peut s'engager d'ici à 3 ans, et est-ce qu'éventuellement, une société qui travaille dans le logiciel et le matériel, qui est un acteur du monde du sport, peut aller chercher un label, RSE, peut faire un certain nombre de choses. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer. On a pris aussi un consultant spécialisé qui travaille avec nous, et donc on va effectivement communiquer un tableau de marche, un engagement durant l'exercice 2023. D'accord. Je voudrais revenir plus spécifiquement à la façon dont fonctionne votre modèle d'affaires. Parce que, bon, j'ai bien compris que vous avez des partenaires directs comme la FIFA ou la NBA aux États-Unis, des partenaires indirects des réseaux de distribution, dont le réseau britannique que vous avez racheté. Qui était un ancien distributeur. Qui est un ancien distributeur. Mais comment ça se passe comment se déroule la vie des contrats? Est-ce que c'est match par match? Est-ce que c'est saison par saison? Est-ce que c'est compétition par compétition? Est-ce que vous avez une certaine visibilité sur la façon dont l'année... Est-ce que vous savez, par exemple, en ce début avril 2023, comment va se finir l'année ou voir comment va se passer l'année 2024? Tout à fait. C'est une bonne question. C'est une bonne question et qui ramène à une autre question qui est l'organisation du sport, des compétitions sportives en général, qui sont de 2 types. Les championnats, donc sont des choses qui sont répétitives. Vous parliez rugby, le top 14, la Pro D2, voilà, c'est tous les ans, c'est répétitif, il y a une série de matchs. Et les événements ponctuels, une deuxième série, comme la Coupe du Monde de football par exemple, ou la Coupe du Monde de rugby à 13, qui ont une durée de vie limitée. Donc nous, là-dedans, il y a plusieurs modèles. Si on regarde les championnats, soit on vend, c'est de moins en moins le cas, soit on loue nos dispositifs, c'est-à-dire notre matériel, nos logiciels, éventuellement un peu de prestations autour pour assurer la prestation. Et on loue ça sur la durée du championnat et de plus en plus sur 3 ans à 5 ans. On vient de signer une... Oui. Quand vous dites soit on vend, et vous dites que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire quand vous vendez la solution, puis après ils font ce qu'ils veulent avec? On vend la solution et on a un contrat de maintenance. C'est un peu la solution d'avant. De plus en plus, le monde du sport raisonne par budget. Et donc là, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir s'engager sur 3 ans ou 5 ans et à nous louer par an l'intégralité du dispositif. D'accord. En jargon, on appelle ça un mode TAS, Technology as a Service. C'est le cas, on vient de signer pour tout l'arbitrage dans un petit pays européen qui est l'Estonie. J'y pense parce qu'on est en train de déployer. On a signé sur 3 ans l'arbitrage en Estonie et on a un fees annuel qui couvre tout ça. C'est aussi le cas du protocole de commotion cérébrale pour la Ligue nationale de rugby, top 14 et Pro D2. On a un engagement de 4 années pour couvrir l'intégralité de tous les matchs. Ça, c'est le premier point. Puis il y a le deuxième cas, ça c'est les championnats. Puis il y a le deuxième cas, je dirais l'événement à durée limitée, où là, généralement, on installe, on loue la prestation pendant la durée de l'événement et on rapatrie ensuite. Ça a été le cas à la Coupe du Monde de Qatar, où on est allé installer, on a couvert les 64 matchs et on est revenu avec le matériel. D'accord. Alors, la deuxième partie de votre question était comment ça se passe pour la récurrence? Alors, on a, vous l'avez compris, quelques contrats sur plusieurs années. La Ligue nationale de rugby, top 14 Pro D2, l'Estonie, les exemples que je vous citais. Donc ça crée une récurrence dans notre chiffre d'affaires.
Et ensuite, on a quelque chose qui est ni récurrence ni one-shot, que nous on appelle répétitivité. Je pense au tournoi Destination. Alors, la fédération s'engage pour 1 an, mais il se trouve que le tournoi est tous les ans, et que tous les ans on y est pour l'instant. Donc c'est pas de la récurrence parce qu'on n'a pas un contrat ferme, mais il y a une répétitivité dans le dispositif. Donc tout événement qui est gagné est un événement qui est soit récurrent, soit répétitif souvent. D'accord. Alors, il y a à un moment, vous avez parlé, on reste dans le domaine du sport, mais j'aimerais qu'on finisse quand même par l'industrie, parce que c'est quand même 20% de votre chiffre d'affaires. Oui. Et il y a peut-être des choses à dire là-dessus, et surtout sur les perspectives de développement. Mais à un moment, vous nous avez parlé de votre accord avec Activision Blizzard, Oui. de Call of Duty. Je ne vois pas très bien ce que Call of Duty vient faire dans le sport. Et puis, quels sont vos projets dans les jeux vidéo? Justement, parce qu'un actionnaire, une actionnaire plutôt pose la question. Oui, alors nous on voit le sport, le e-sport comme du sport. Enfin, on intervient dans le e-sport comme le sport. Je vous ai cité Call of Duty, j'aurais pu vous citer eFIFA, puisqu'on a couvert les finales de eFIFA également, je crois qu'ils ont eu lieu au Danemark cette année. Il faut savoir que Call of Duty, aux États-Unis pour l'instant, réunit, je crois que c'est 8 e-sportifs dans une enceinte sportive, où il y a du public, et il y a derrière les athlètes un grand écran, où sur ce grand écran, on voit généralement l'écran de celui qui est en tête, qui est le plus fort. Voilà. Mais qu'ils ont demandé à avoir notre application pour que sur le téléphone portable des spectateurs qui sont dans le stade et qui regardent les e-sportifs, ils puissent choisir l'écran de leur e-sportif favori et qu'ils puissent faire du replay sur l'écran pour voir une action, etc. C'est exactement le même modèle que le sport. D'accord. Donc c'est de la fan expérience sur du e-sport à l'intérieur d'une enceinte sportive. Voilà. Alors c'est aussi utilisé pour Call of Duty, mais je vais prendre le cas de FIFA, par les coachs, pour faire des replays d'action et remontrer des actions stratégiques à leur e-sportif. Et donc les jeux vidéo, c'est une voie de développement? Alors le e-sport dans les enceintes sportives, d'accord, c'est un axe stratégique de développement. Pas le e-sport à distance à travers des réseaux comme Twitch, etc. C'est pas du tout notre univers. Notre univers, c'est des sportifs, en l'occurrence là des e-sportifs, et du public autour. Bon, il est bientôt temps de nous quitter parce que ça fait quand même plus de 50 minutes que nous sommes ensemble, et j'aimerais quand même qu'on parle un peu de l'industrie, parce que c'est 20% de votre chiffre d'affaires, et puis c'est probable. Enfin, dans ce que vous nous avez expliqué lors de la présentation, j'ai vu moi plein d'applications qui me sont passées par la tête, comme des gens qui prennent beaucoup de risques en prenant les autoroutes, et on ne fait pas toujours attention à eux. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette activité? Ce que je peux vous dire, c'est que déjà on commercialise uniquement les produits de communication audio filtrés dans cet environnement industriel. Donc là, il n'y a pas de replay ou de Il n'y a pas de replay, pas pour l'instant. Quoi qu'il peut y en avoir pour les accidents, par exemple. On espère qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Voilà, pas pour l'instant. Que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a travaillé dans un environnement, c'est pas du tout négatif, mais franco-français, se tester, valider des marchés, etc. C'est quelque chose par contre qu'on a décidé maintenant de commencer à exporter, notamment à travers nos filiales, Angleterre et États-Unis. Donc quand je vous dis on investit, on met des gens qui sont dédiés au secteur industrie au sein de nos filiales, pour lesquels maintenant on a réalisé une étude de marché, on sait exactement dans quel contexte ils sont utilisés, et pour lesquels il y a quand même déjà des acteurs présents qu'il faut connaître et avec lesquels on se doit aussi de travailler. Donc ça met un peu de latence pour convaincre le distributeur de travailler sur le sujet avec nous. Donc voilà, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est un sujet sur lequel on commence à mettre l'accent un peu plus fort aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, et c'est la réalité, il y a des parts de marché sérieuses à aller chercher. Et la concurrence, c'est le talkie-walkie. Et on a un gros avantage breveté par rapport au talkie-walkie. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, il y a un actionnaire qui veut connaître les circuits de distribution pour les services à l'industrie. Est-ce que c'est aussi l'appareil direct et en indirect, ou c'est... Alors
il y a souvent des acteurs qui travaillent déjà à la sécurité des personnes dans le monde de l'industrie, qui travaillent déjà avec les acteurs ferroviaires, par exemple. On travaille avec Zollner, on avait communiqué là-dessus, qui est un acteur qui travaille beaucoup avec la SNCF, les autorités. Donc c'est des gens avec qui il faut convaincre et avec lesquels on a commencé des actions. Donc là, le marché se segmente un peu plus entre ferroviaire, nucléaire, santé. Donc il faut trouver, identifier les bons distributeurs et ensuite les convaincre de travailler avec nous. D'accord. Je pense aussi aux pompiers, par exemple, parce qu'on a commencé à équiper les pompiers dans les interventions. Du coup, de louer dans un environnement où il peut y avoir des incendies, ils ont besoin d'être équipés avec des dispositifs comme cela. Voilà, donc là aussi, c'est des circuits particuliers, des gens qui s'adressent au monde du 10. Donc on identifie les canaux de vente. Vous avez raison, tout est direct sur ces sujets-là. D'accord. Et on peut en citer un ou deux Zollner, il est public, on a communiqué autour de ce sujet. Ouais. Pour finir, tous ces projets de développement, ça demande de l'argent, ça c'est réglé, mais ça demande aussi des femmes et des hommes pour travailler avec vous. C'est la clé. Hein. C'est difficile à trouver, vous y arrivez assez facilement. Alors j'ai oublié de faire une précision au tout début, je vous prie de m'excuser. Vous êtes Montpelliérain, donc vous êtes installé dans l'Aube, dans l'Hérault, dans l'Hérault. Donc une magnifique région. On trouve facilement les talents à Montpellier. Alors facilement trouver les talents. Je crois que c'est difficile pour tout le monde. C'est un peu moins difficile que les 2 dernières années. On va le dire un peu comme ça. Voilà, donc trouver des talents, c'est pas facile, hein, d'autant plus que peut-être que vous l'avez senti, nous on porte des valeurs, on veut que les gens partagent nos valeurs, on s'est engagé dans un projet de développement, un vrai projet d'entreprise, d'être bien ensemble, enfin, c'est ça qu'on cultive derrière. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais on trouve, hein, on a une croissance régulière de notre effectif, on a aussi, je crois, ça a été l'intérêt d'une IPO, développer des facteurs d'attractivité, côté en bourse, travaillant dans le sport, si tu es à Grenoble ou à Montpellier ou aux États-Unis. Voilà, donc on essaye d'être attractif, donc ça attire des talents, et je pense que la cotation a permis d'attirer les talents. Donc voilà, donc aujourd'hui on arrive, on a un certain nombre de postes ouverts pour ceux qui sont intéressés, hein, donc on recrute toujours. Mais on arrive maintenant un peu mieux, ça a été un peu dur là, je disais les 2 dernières années, mais là voilà, on arrive à trouver les gens qui ont envie de travailler avec nous sur ces sujets. Vous parliez de votre feuille de route ESG tout à l'heure. Quand on vient travailler chez Vogo, on va être formé, on va être accompagné. On rentre dans l'atelier qu'on souhaite autour de l'ESG, on va travailler sur ces sujets. On travaille avec des sportifs de haut niveau. Tony Parker est membre de notre conseil d'administration. Il est investisseur et membre de notre conseil d'administration. Donc on peut le croiser. Alain Bernard travaille avec nous sur le sujet des piscines. On a des tennismen qui travaillent avec nous, des footballeurs aussi. Donc voilà, pour des gens qui aiment le sport, qui ont cette passion-là comme nous, je pense que c'est intéressant. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Christophe Carniel. On va peut-être s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, pour ceux qui n'ont pas pu, on leur enverra le lien pour pouvoir écouter ou réécouter cette webconférence. Bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Bonsoir.